Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette conférence sur le son dans les médias aujourd'hui. On va tout de suite commencer, peut-être je vais laisser mes invités se présenter, chacun à leur tour. Ils vont m'expliquer rapidement et vous expliquer surtout qui ils sont et ce qu'ils font par rapport au son. Bonjour, je m'appelle Jay, je fais partie d'un podcast qui s'appelle Les Sondiers. En gros, c'est de la vulgarisation sur l'audio numérique. La tagline en fait des sondiers, c'est l'audio numérique expliqué aux personnes âgées. Donc on est une bande de copains en fait qui essaie de simplifier vraiment au maximum tout ce qui touche à l'audio numérique, le son, et voilà. Et donc moi je suis Matt et en fait on est un duo avec Nico ici. Et on est créateur, auteur de la série audio Adoprix Toxis et maintenant Xanta. Oui, c'est vrai ce que tu viens de dire. Voilà. Tu confirmes? Oui, je confirme. Ah, c'est un point, d'accord. Du coup, oui, moi je suis Nico, et par rapport à notre boulot, par rapport au son, c'est surtout qu'on est des bricoleurs. Voilà, on n'est pas du tout des experts dans le domaine, on s'est complètement autodidacté sur un logiciel qui est le seul qu'on maîtrise, et qu'on maîtrise, c'est un bien grand mot, dans le sens qu'on fait des trucs, on ne sait pas comment ça s'appelle, on découvre sur le tas, on essaye, on bricole, c'est comme ça que ça s'est construit, quoi. Donc on va essayer d'être à la hauteur par rapport au sujet, mais voilà. Bonjour, moi je m'appelle Pierre-Alain de Garrigue, qui est un nom difficile donc appelez-moi simplement Pierre-Alain de Garrigue, c'est plus simple. Non, je déconne. Donc je suis comédien, doubleur, et pour ceux qui suivent un petit peu, je suis la voix de l'ex-aubergiste de Hearthstone. Voilà. Bienvenue tout le monde, je suis super content de vous voir. Ah oui, t'en as pas. D'accord. Déjà, on va peut-être commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est le son, en quoi est-ce qu'il est présent au quotidien quand vous jouez à des jeux vidéo, quand vous regardez un film, une série, en quoi est-ce que le son dans son ensemble influe sur justement ce que vous regardez, qu'est-ce qui compose, on va dire, le son, par exemple, d'un film ou d'un jeu? Est-ce que tu as peur? C'est une excellente question, Roman. Alors, donc, qu'est-ce qui constitue alors, dans les jeux vidéo, évidemment, ou dans les films, on sait très bien qu'il y a plusieurs couches de choses. Évidemment, il y a les acteurs qui jouent, donc ça, c'est déjà une dynamique de jeu. Donc, les gens peuvent crier, souffler, murmurer, ou ne rien dire. Il y a donc ce niveau qui est le jeu de l'acteur. Il y a le niveau, évidemment, des effets spéciaux qui composent les phrasés, en fait, les ponctuations. Donc, ça peut être évidemment explosion, ambiance sur les plateaux, etc. Et ensuite, il y a évidemment la musique qui est extrêmement primordiale, comme toutes les autres choses, mais ça a quand même une dimension énorme, la musique. Et voilà, et en fait, après, il faut relier tout ça, il faut mixer tout ça, il faut masteriser tout ça, il faut choisir des fréquences, il faut s'adapter aux médias qui seront utilisés. Ça peut être Internet, la télé, ou le cinéma en 5.1 ou en Atmos, maintenant on dit, je ne sais pas si tout le monde est au courant. Donc en fait, c'est un puzzle, le son, que ce soit les jeux vidéo ou le cinéma. Je me retourne vers vous comme si vous ne connaissiez pas, c'est là que ça se passe. Et donc, c'est vraiment c'est mettre en place un puzzle. Et je trouve qu'il y a énormément de dimensions différentes dans ce travail-là, parce que je vous donne un simple exemple après. Moi, je fais beaucoup de pubs, et la pub, évidemment, c'est très touchy. Et on avait fait une expérience en Belgique où j'ai participé il y a 2-3 ans. Et en fait, il y avait un montage de 10 plans pris de, je ne sais plus quel film américain, enfin bon, un film américain, où tu avais vraiment 2 gamins qui sortaient en vélo, un plan d'arbre, un plan de nuages, et un plan d'une fille qui arrivait, qui voyait les gamins, etc. Voilà, ça durait 25 secondes. Et en fait, on a enregistré, parce que comme je produis de la musique aussi, on a montré en test 30 musiques différentes sur les mêmes plans.
Et après, on a demandé aux gens qu'est-ce que racontait cette histoire. Donc c'était exactement les mêmes plans. Et la musique faisait qu'ils ne voyaient absolument pas du tout la même chose. Si c'était du Vivaldi, par exemple, tout le monde disait c'est super champêtre. Et si c'était... on disait, je pense que la gonzesse va tuer les deux gars. Donc la musique prend une dimension incroyable là-dedans. Et ensuite, bon, parce que selon la question que tu disais, c'est prendre ce puzzle et en faire quelque chose de beau, si possible, et d'utile, en tout cas dans la pub. J'ai parlé. Oui, alors je prends le micro sans trop savoir comment rebondir là-dessus, parce que ça a été extrêmement complet, je trouve déjà. Pour moi, le son, c'est un... Comment dire ? C'est quelque chose qui est aussi créatif que peut l'être le visuel. On a tendance à, je pense, beaucoup sous-estimer l'importance créative qu'il y a autour du son. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, n'importe quoi, d'un dessin animé, parce qu'on on a tendance à imaginer, ce qui est complètement faux, que les sons qu'on entend dans les films sont parfois captés sur le tournage. C'est parfois vrai, mais c'est souvent faux. C'est souvent entièrement, intégralement recréé après en studio. C'est-à-dire que vous prenez par exemple Le Seigneur des Anneaux, vous avez Aragorn qui se balade, et on se dit, les mecs, ils ont pris un micro, ils ont réussi à capter le bruit de la côte de maille d'Aragorn, des bottes dans la gadoue, etc. C'est complètement faux. C'est-à-dire que même les voix ne sont pas gardées, sont souvent redoublées après derrière par les comédiens eux-mêmes, parce qu'il y a tellement de bordel sur un plateau, surtout sur ce type de film, qu'ils ne peuvent pas se permettre de foutre en plus des perches et des micros ou quoi que ce soit. Donc tout ça, c'est refait intégralement en studio. C'est-à-dire qu'il y a tout un univers sonore entièrement à recréer. Et c'est d'autant plus vrai dans le dessin animé, où là, on part de zéro. C'est-à-dire que dans le film d'animation, faut non seulement créer le visuel, les personnages, les décors, les explosions, les flammes, tout ça. Donc tout ça, ça part de zéro. Mais le son, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on n'a pas la voix des personnages, parce qu'ils n'existent pas, tout simplement. Donc on ne peut pas les enregistrer eux-mêmes. On n'a pas le bruit de la rivière qui coule juste à côté, on n'a pas les bruits de pas, et tout ça, il faut entièrement le créer. Donc c'est un métier à part entière, c'est des métiers même, je dirais, à part entière, qui sont consacrés à ça. Ça va du bruiteur au mixeur. Je ne connais pas, encore une fois, je ne suis pas du tout un expert, mais je m'intéresse au sujet. Et ça participe intégralement à ce qui fait aussi à ce qui fait fonctionner un film ou n'importe quelle création audiovisuelle. Il peut y avoir un montage de malade, des effets spéciaux de fou. Si l'acteur qui double le personnage de film d'animation, il est à côté, si votre grosse explosion, ça fait un bruit de pétard, ça va pas marcher, quoi. Donc et le son raconte aussi quelque chose. C'est pas parce que on a 1000 gars qui sont en train de courir dans une prairie qu'il faut mettre 1000 bruits de pas. Ça marche pas comme ça. Il faut mixer, donner de l'importance à ce qu'il est et mettre en retrait ce qu'il est moins pour que ça raconte quelque chose. Si tout ce qui est à l'écran devait avoir un son, on n'entendrait juste rien. On comprendrait que dalle à ce qui se passe. Ça, juste, on passerait complètement à côté et le film serait une catastrophe monumentale. Voilà. Dans audiovisuel, il y a audio, tout simplement. Il y a aussi un aspect assez intéressant dans ce qui concerne les effets sonores dans les films. On est parfois obligé d'utiliser soit d'autres matières sonores pour illustrer quelque chose. Par exemple, quand deux épées s'entrechoquent, on ne va pas nécessairement utiliser deux épées qui s'entrechoquent. On va utiliser des casseroles, on va utiliser des fourchettes, ce genre de choses, pour que le bruit ait beaucoup plus d'impact et que la scène, une fois que le son sera mis dans le film, que la scène prenne une dimension beaucoup plus épique. On va même inventer des sons qui n'existent pas. Par exemple, quand on prend un arc ou un archer, par exemple, on va reprendre Legolas comme exemple, quand il bande son arc, on entend une espèce de comme ça. C'est un son qui normalement n'existe pas, mais qu'on va rajouter pour donner plus d'ampleur à la scène, au gros plan, à tous ces genres de choses. Voilà, c'est une petite précision. Oui, bonne précision. Je pense qu'on peut aussi revenir sur l'importance de la musique dans toute création audiovisuelle. C'est
elle qui va aussi donner, comme tu en parlais tout à l'heure, le ton de la scène. Une musique dramatique, quelles que soient les images, ne va pas donner la même ambiance qu'une musique joyeuse. Et je pense qu'on peut peut-être revenir là-dessus, toi qui justement travailles la musique. Comment est-ce que tu choisis le style d'une musique? Comment est-ce que tu te dis, cette musique-là, elle va être joyeuse, celle-là, elle va être beaucoup plus sombre? Il y a l'aspect d'abord, tout ce qui est inspiration. Je vais prendre ce qui me passe par la tête. Si je veux quelque chose d'épique, je vais me rapprocher des compositeurs de grande production, Steven Spielberg, tout ça. Donc je vais m'inspirer un peu de toutes les musiques qui passent pendant des scènes d'action. Et je vais utiliser aussi d'autres choses que j'aime. Je vais plutôt plonger dans la musique classique, qui fait beaucoup. Wagner, par exemple, fait beaucoup de choses vraiment très, très fortes émotionnellement. Donc c'est là que je vais aussi puiser mes inspirations, essentiellement. Voilà. Je sais pas si... Alors, je vais un peu paraphraser des choses que j'ai vues d'un youtubeur qui fait ça super bien, qui fait une émission qui s'appelle La Partoche ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, que vous connaissez? Pardon? Tilou, voilà, c'est ça. Et il a fait plein de vidéos que je vous recommande qui parlent justement de la musique de film, et notamment une qui est extraordinaire autour de la musique du film Dragon, où il explique un peu le fonctionnement des différents thèmes qui ont été créés par son compositeur, qui s'appelle c'est John Powell, je crois. C'est ça. Et donc il y a plein de thèmes, et en fait, il explique la signification de chacun des thèmes et la façon dont ils vont s'articuler les uns les autres pour venir raconter et illustrer ce qu'on voit à l'image. C'est assez curieux de se dire, on va illustrer l'image, mais c'est vraiment à ça que ça sert. Et on se rend compte, c'est quelque chose que instinctivement, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, oui, ça fait sens, évidemment, mais je le savais quelque part, mais sans vraiment l'avoir formulé. C'était une évidence que Croque-Mou, le dragon, il a son thème, que les Vikings ont leur thème, que chacun, même parfois juste des concepts, ont leur thème. Je prends Star Wars, le concept de la Force lui-même a son propre thème, c'est un concept, c'est pas un personnage, c'est un concept, mais il a son thème. Et la façon dont après, une fois que le compositeur va avoir imaginé, créé chacun de ces thèmes, va réussir à les articuler en les jouant différemment, plus lentement, plus fort, plus épique, moins épique. Comment des thèmes peuvent être à la fois très doux, et c'est dans ces moments-là où on voudrait avoir des extraits et avoir préparé le truc. Derrière, le même thème, et notamment, je repensais à Dragon, le thème des Vikings, va être joué dans des moments ultra épiques. On est sur les mêmes notes de musique, mais juste joué totalement différemment. Et pour autant, ça rappelle, c'est les Vikings. Mais les Vikings peuvent être sympas, ils peuvent être doux, avoir des moments de calme, de faiblesse, etc. Puis ça y va, c'est les Vikings, quoi. Et voilà, moi, c'est quelque chose auquel je suis particulièrement très sensible au niveau de la musique de film, c'est la notion des thèmes et la façon dont ils sont articulés les uns par rapport aux autres pour venir enrichir la narration d'un film. Oui, c'est exactement ça. Je reviens sur deux choses. D'abord, je reviens sur les bruitages. On prend le simple exemple de Star Wars, par exemple. Tout le monde sait D2R2 comment il parle. Tout le monde sait Chewbacca comment il parle. Tout le monde sait tout le monde connaît le bruit des, même en fermant les yeux, les bruits des épées, enfin les épées laser. Donc on sait que c'est quand même ou même des chasseurs de la force qui passent en faisant un truc comme ça. Et alors je rebondis là-dessus par rapport à la musique. La musique dans les films, c'est vraiment comme un acteur aussi, c'est comment vous allez raconter l'histoire. Donc évidemment, la musique va raconter une histoire, mais surtout, nous, quand on produit de la musique de film aussi, je dis tout le temps, on est sur des zones. Ça veut dire qu'il y a des trucs qui vont parler, excusez-moi, c'est un peu trivial, mais qui vont parler aux coucougnettes, il y en a qui vont parler à l'estomac, qui vont parler au plexus solaire, qui vont parler à la gorge, qui vont parler au mental. Et en fait, on s'aperçoit qu'en fait, selon les fréquences qu'on utilise, ça aussi, ça a été expérimenté, selon les fréquences qu'on utilise, les gens sont touchés. Ou même vous, quand vous écoutez, par exemple, vos musiques préférées, que vous avez des oreillettes où les basses, elles n'y sont pas. On sait que dans un groupe de musique, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, Vous pouvez être une guitare folk, etc. Si la basse, elle n'y est pas, c'est pas les mêmes concerts.
Donc la notion de basse, c'est pour ça que je dis je fais ce mouvement-là, en fait c'est la basse qui va déterminer comment va être racontée la base de l'histoire. Tu disais les trucs épiques, on peut avoir des thèmes, tu parles de Vikings, évidemment que ça ne va pas être un truc etc. Ça ne peut pas être ça peut être un truc crispant, donc qui est mental, en disant il va se passer quelque chose, mais qui n'est pas un truc qui est hyper dangereux. Par contre, tout ce qui va être dans les basques, tout dans cette, et qui va taper l'estomac, et c'est pour ça que maintenant dans les salles, on a des 5.1, etc. Parce que ce qu'on veut vous faire, c'est vous faire sentir la vibration. Et qu'en fait, la composition est super importante. Mais j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, le mix dans la composition et le niveau de la fréquence qui va être donné fait qu'en fait, vous allez être immergé dans une sensation. Et ce que vous vous donnez à chaque fois le cinéma, plus le cinéma encore que le jeu vidéo pratiquement, parce que c'est un truc, c'est immersif complètement, c'est de vous raconter et de vous toucher dans vos sens, et pas trop dans votre mental en fait. Tu vois, je veux dire, c'est vrai qu'il peut y avoir n'importe quelle image, un peu même violente, si vous n'avez pas, comme tu disais derrière, une explosion qui est bien placée ou mal placée. Il suffit de mettre ce qu'on appelle vous savez, les infrabasses, par exemple. Une infrabasse, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, on ne sait pas trop l'infrabasse d'où ça vient, mais c'est un grumble qui est en dessous. Mais si vous entendez ça, vous dites, il y a un problème, il y a certainement un problème. C'est-à-dire que si vous voyez, je ne sais pas moi, San Andreas, par exemple, je sais pas, pour ceux qui l'ont vu au cinéma, les trucs où San Francisco est complètement éclaté, si tu ne mets pas tous les derrière, c'est mort, c'est plus un film. Je me suis exprimé là ou pas? Toi, tu parles pas, toi. Non, mais si je devais rajouter un truc, ouais, plus près. Si je devais rajouter un truc, c'est plus sur le côté ressenti et le côté perception en fait de la musique. Parce que tu parlais plus du côté physique, du ressenti de la musique, mais il y a aussi dans l'oreille et le cerveau. Il va y avoir certaines mélodies, certaines fréquences qui vont agir directement sur votre cerveau et qui vont vous faire donc ressentir des émotions aussi. Et même si on n'a pas, et même les compositeurs, tout ça, ils l'ont pas forcément en tête quand ils vont composer la musique, mais comme ils y sont sensibles, ils vont aussi y faire attention. Et ça aura le même effet sur vos cerveaux à vous, sans que vous vous rendiez compte. Je pense qu'on pourrait aussi continuer en parlant directement des voix, vu que forcément c'est quelque chose de très important et qui vous touche tous les quatre. La voix, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'un des vecteurs principaux de l'histoire, ou même son absence, comme tu le disais au début. C'est quelque chose qui est travaillé, quel que soit le format. Comment ça se passe? Comment est-ce que, justement, par exemple, tous les deux sur les sagas audio, comment est-ce que vous travaillez les voix, que ce soit numériquement ou physiquement? Le truc, c'est qu'on ne les travaille pas vraiment, en fait. C'est que, oui, on a différents personnages qu'on doit mettre en scène. Pour certains, on ne va pas forcément modifier notre voix. Pour d'autres, pour juste avoir des voix différentes, on va accentuer, on va pitcher nous-mêmes, ou alors après numériquement. Mais je veux dire, on n'a pas vraiment de travail d'acteur. On est vraiment amateur de ce côté-là, donc ouais, je sais pas. En fait, quand on a commencé, de toute façon, on est toujours amateur. Hein, on s'est juste un petit peu éclairé au fur et à mesure des années. Mais quand on a commencé, les voix, vraiment, oui, comme tu disais, c'était extrêmement basique. On enregistrait les personnages et on changeait le timbre de la voix, on pitchait la voix, on faisait aigu, hop, ça faisait une fille, on faisait plus grave, ça faisait un vrai bonhomme. Ça se limitait à ça. On a très vite vu la limitation du truc, c'est que très vite ça donne quelque chose de très artificiel. Et au fur et à mesure qu'on a avancé sur nos créations, on a cherché à obtenir quelque chose d'un peu plus authentique. Ce qui est totalement incompatible avec le fait d'avoir des voix comme si tout le monde respirait de l'hélium en permanence. Donc, on s'est tourné plus déjà sur, on va dire, le jeu d'acteur, où là, il ne s'agit plus juste de pas parler dans un micro, mais d'incarner un personnage et de lui donner du caractère, ne serait-ce que juste par la voix. On a aussi fait appel à plusieurs acteurs, parce qu'aussi on a rencontré des gens entre-temps. Avant, c'était juste à nous deux, donc on avait quelque part besoin de
principe artificiel qui nous permettait de différencier les personnages par la voix, pour masquer un petit peu le fait qu'on n'était que deux à les faire. Au fur et à mesure qu'on a rencontré des gens, qu'on s'est lié d'amitié avec d'autres personnes qui faisaient aussi de la série audio, on a pu confier des personnages à des gens de confiance qui, on savait, pouvaient apporter quelque chose aux personnages qu'on voulait leur faire incarner. Aujourd'hui, avec nos dernières créations, chaque personnage secondaire, on essaie de lui trouver un comédien qui va coller, et notamment sur l'épisode sur lequel on travaille actuellement, il y a un personnage super important. On a galéré avant de trouver quelque chose qui colle. Et là, pour le coup, là où une époque, on se serait contenté de pitcher un truc dans les graves, et puis on aurait fait « Ok, c'est bon, on a notre personnage ». Là, non, on s'est pris la tête, on a dû faire tester à des gens, on a dû leur dire « Écoute, non, ça marche pas, désolé, on va essayer avec quelqu'un d'autre ». Voilà, un peu comme, j'imagine, quelqu'un qui va devoir gérer le doublage d'un film et devoir trouver ses comédiens, leur faire passer des essais, voir si ça colle ou pas. Et voilà, mais ça, je pense que tu sauras mieux en parler. Ah oui. Moi, je suis plus trop en ce moment dans la fiction, mais c'est vrai que on est plus maintenant à rechercher l'authentique plutôt que de vraiment faire semblant ou trop bidouiller. Donc on va vraiment plus chercher des gens qui ont le savoir-faire ou des gens qu'on a déjà entendus, par exemple, dont on aime la voix et dont on se dit que voilà, quand j'ai écrit le texte, j'ai pensé à telle voix, donc c'est cette voix-là qu'on veut, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter après. Tu veux savoir quoi exactement ? Alors le travail des voix, donc il y a tellement de parties là-dedans, en tout cas moi dans mon métier à moi. C'est une sorte, les gens qui ont déjà vu des interviews, j'explique souvent ça, mais je vais le redire, c'est une sorte de ligne comme ça, et il y a plusieurs parties à la voix. On ne va pas parler que de tu vois, ce qu'on fait dans le jeu ou dans les sagas audio. Donc si je fais un panel assez large, il va y avoir un doublage de film, un doublage de dessin animé, au milieu des documentaires, des jeux vidéo, et ensuite il y aura la publicité, qu'elle soit radio ou télé. Et quand je dis ça, c'est vraiment une sorte de ligne avec au milieu cette histoire de jeux vidéo et de documentaires. Pourquoi ? Ce qu'il y a à gauche dans la voix des films et des dessins animés, je prends toujours cet exemple, pour ceux qui le connaissent, je m'excuse, mais en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, je le redonne. Si par exemple, je vais faire le nouveau Harry Potter, s'il y en a un, et que je suis par exemple chef de plateau, donc je suis celui qui va diriger les acteurs, et que vous êtes tous des acteurs, mes potes ou pas, mais que ça corresponde. Ou que ce soit dans le dessin animé ou dans le film, je vous fais venir, je vous teste sur un personnage, c'est-à-dire une boucle, vous avez déjà vu ça à la télévision ou partout, où on parle sur une bande rythmo, c'est-à-dire ça s'appelle une détection. Si c'est un film américain, il y a des gens qui ont défini les ouvertures de bouche, et on parle sur une ligne avec vous avez déjà vu ça tous ou pas du tout, voilà. Non, jamais. En fait, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, quand on fait du doublage, vous avez le texte qui arrive à droite, genre « bonjour, ça va ?» et le texte, vous avez donc le temps de le lire, et vous devez parler sur la barre. Donc, tous les mots passent comme ça, c'est « bonjour, ça va ». Et en fait, ça correspond à l'ouverture et à la fermeture donc, c'est ce qui s'appelle de la détection. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, parce que la détection, les Américains vont dire certaines phrases, et le génie, quelque part, des détecteurs, c'est de remplacer les mots, mais avec la même soit intention, soit la même signification. Et donc, quand je reprends cet exemple de voix, je vous fais essayer des trucs, et puis mon client, c'est Warner ou Sony Music, par exemple. Mais je suis le chef de plateau, j'ai un mois et demi pour rendre ma ratatouille, pour rendre mon truc. Donc le dernier jour, un mois et demi après, les gens de Warner regardent en disant « ouais, c'est vachement bien » ou « c'est pas bien, donc on va changer ça, on va changer ça ». Ça, c'est la partie de gauche, où il n'y a pas de client. Quand on fait de la publicité, alors pour ceux qui nous connaissent, moi je prends mon cas personnel, que ça soit qui connaît les trésors de Kellogg's par exemple. Voilà, ou alors la pub Tic Tac, qui connaît Tic Tac? Personne? Si? Tout petit et aussi frère. Voilà, etc. Donc, il y en a plein d'autres. Donc, pourquoi je vous donne ces exemples-là? Parce que je prends la pub Tic Tac, par exemple, ou Kellogg's, ou Tic Tac, allez.
Quand il y a la publicité Tic-Tac et que quelqu'un dit je voudrais Pierre-Alain Garrigue pour faire la publicité Tic-Tac, c'est super, les gens trouvent ça bien quand ça arrive à la télévision. Quand tu fais la publicité Tic-Tac et tu arrives à 10h30, on te dit ça sera 10h30 un mardi. À 10h30, tu viens toi, tu as l'ingénieur du son, l'assistant d'ingénieur du son, le réalisateur, l'achat d'espace, des gens qui vont acheter l'achat d'espace, et tu as surtout les clients et l'agence. Les clients, ils viennent de Toronto et ils viennent de Milan. Ils sont arrivés le matin, 10h30, on commence. Et le truc, c'est qu'à 11h30, au midi, tu dois avoir un truc qui est terminé, qui va aller au BVP, Bureau de vérification de la publicité, et derrière, tu as 3, 4, 5, 10 millions d'euros d'achat d'espace. Et les mecs de la pub, ils disent, il faut que ça marche. Parce que quand tu es dans le film, c'est dans des anneaux Harry Potter, ok, ça marche ou ça marche pas, c'est de l'artistique, c'est ce que je dis tout le temps, c'est du show business, alors que là, c'est du business show. C'est pas la même chose. Il y a un client. Donc la pression là-dedans est extraordinairement plus élevée. Donc pour répondre à ta question, l'utilisation de la voix et le choix de la voix va faire que tu vas prendre quelqu'un qui va faire le boulot, ça c'est sûr, mais surtout quelqu'un qui ne va pas te planter le boulot. Parce que si c'est planté, le client, il arrive, il fait en italien, il fait « mais je trouve que c'est très mauvais ». Tu vois, et il te dit « je ne viens plus avec l'agence ». Et tous les mecs font « Ah, on n'a plus ce boulot, on n'a plus ce boulot ». Donc ça, c'est vraiment la grosse différence dans les choix, dans la voix. Et c'est marrant que je dise au milieu, il y a le jeu vidéo et le documentaire. Pourquoi ? Parce que c'est pratiquement les deux. Quand vous faites du jeu vidéo et que vous travaillez anciennement, excusez-moi, avec Blizzard ou Riot, pour ceux qui savent, en fait, ils étaient super gentils en fait. Et il y a cette pression du cinéma, mais il y a cette pression aussi du client. Donc, tu es vraiment au milieu, mais tu as la possibilité de te gourer aussi. Et le documentaire, c'est encore autre chose, parce que le documentaire, le truc, l'anecdote, c'est quand tu fais un documentaire, il faut savoir que le réalisateur de documentaire, ça fait 2 ans qu'il est sur son projet. 1 an ou 2 ans. Donc, quand il arrive, il fait « Je dis, ça sera bien. Je veux que ça soit bien. » Et souvent, il s'est enregistré lui. Tu vois, donc, il entend ces trucs. Donc, tu es obligé de le rassurer et lui dire « Ça va aller, t'en fais pas, Coco. » Mais c'est son enfant, comme si tu arrachais son enfant, tu vois. Donc voilà, alors pour finir sur cet exemple-là, je disais, sur ce qu'on disait, c'est comment est fait un choix de voix, en tout cas dans mon métier, c'est surtout sur la propension à répondre aux demandes, que ce soit du doublage, que ce soit quand vous faites des sagas audio. Comme tu dis, à un moment donné, tu es là et tu te dis, c'est bien que je fasse... je peux faire un orc, etc. Mais si c'est obligé tout le temps d'être pitché, tout le monde joue de la même chose, alors que prendre une voix différente et la pitcher différemment, les rythmes ne sont pas pareils, les intentions ne sont pas pareilles, la voix n'est jamais pareille, même si dans le pitch, tu te dis, je ne vais pas reconnaître d'un orc que d'un autre. Mais tu as raison qu'à un moment donné, on arrive quand même à une époque, grâce aux jeux vidéo aussi, et grâce à tout ce que vous faites tous, on arrive à une époque où ça devient de plus en plus important. Les gens, avant, ne faisaient pas attention. Enfin, ils faisaient un peu attention. Et puis maintenant, ils disent j'aime bien la voix ou j'aime pas la voix. Ils ont un avis, en fait. Avant, ils n'avaient pas trop d'avis. C'était la voix ou pas. Mais c'était pas dans des dimensions presque techniques. Et maintenant, c'est vrai que ça s'est starifié aussi, etc. Donc, tout le monde va utiliser des choses. Tout le monde va essayer de faire mieux que les autres. Parce que c'est important, parce que avant que YouTube arrive, etc., on avait... soit on regardait ça sur des télés, soit il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, tout le monde peut créer des choses. Tout le monde. Donc, c'est un peu la course pour être le meilleur, pour être intéressé, pour que les gens soient heureux de ce que tu fais. Donc se démarquer. Voilà. Je voulais juste dire se démarquer, mais il l'a dit, donc très bien. On va bientôt passer à vos questions si vous en avez. Avant, j'ai d'abord une dernière question à vous poser, que ce soit en amateur ou en professionnel. À quel moment vous vous êtes dit « Ouais, le son, c'est sympa, j'ai envie de le travailler », que ce soit la voix, que ce soit la musique, que ce soit les bruitages. À quel moment vous êtes passé du côté de spectateur à celui vraiment d'acteur ? Alors moi, c'était au tout début des temps de la saga audio, quand le donjon de Nullbuck est sorti. J'ai trouvé ça absolument hilarant. Je me suis dit, je veux faire la même chose. Et j'ai commencé à faire la même chose avec les moyens du bord. Et ensuite, j'ai découvert un auteur qui s'appelle David Huist-Pruist, qui est un collègue maintenant. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire la même chose, mais dans des tons plus sérieux, plus science-fiction, plus ambiance alien, ambiance... les films de genre que j'adore. Et à ce moment-là, je savais que c'était aussi possible de faire quelque chose de plus prenant, de plus tripant.
Donc c'est aussi comme ça que j'ai continué dans cette voie. Je me suis rendu compte qu'on pouvait à la fois faire du comique, à la fois faire du plus sombre, plus grave, plus science-fiction. Donc, il y a un espèce un milliard d'exemples de tous les styles qu'on peut faire juste à l'audio sans image. Et c'est ça qui m'a vraiment passionné en fait dans la saga, dans le son en général. Parce qu'au départ, j'ai commencé sans strictement rien savoir de ce que je faisais. Et puis, au fur et à mesure, en essayant de faire tout plein de choses, j'ai voulu savoir ce que je voulais faire. Et surtout, je voulais savoir comment on faisait ce que je voulais faire. Donc, c'est là que j'ai commencé à beaucoup plus m'intéresser au son, aux compresseurs, aux égaliseurs, enfin, au logiciel et tout ça. Donc, et après, c'est devenu une passion. Et maintenant, j'espère en faire aussi mon métier plus tard. Voilà. Pour notre cas, on a un parcours presque similaire. On va dire que nous, ça a plutôt débuté avec François Pérusse. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'était, donc c'était plus basé sur l'humour, le concept de sketch audio. Et on a resté sur l'audio, mais juste parce que on s'est jamais posé la question de le faire en vidéo ou avec un autre média en fait, mais juste parce qu'on connaissait François Pérusse. Ensuite, il y a eu Donjon de Nullbuck. Et en mixant le concept du Donjon de Nullbuck avec le concept de série audio, en fait, de fil rouge, d'histoire comme ça développée, et l'audio, et notre passion de la science-fiction et des space opéra, on s'est dit, tiens, on va essayer aussi en faire une de notre côté, mais sans forcément s'intéresser au son en lui-même, en fait. C'était juste un outil qui nous permettait de faire de l'humour, faire des blagues à la con, et de faire partager des copains d'abord. Après, on s'est dit, tiens, si on mettait ça sur Internet, ce serait bien s'il y avait des gens, peut-être 10, 20, qui écoutaient, et si ça pouvait les faire rire. Et ensuite, ça s'est développé, mais involontairement, en fait. On s'est rendu compte qu'on pouvait rendre ça un peu mieux, améliorer le jeu d'acteur aussi. Mais au niveau technique, on n'a jamais vraiment progressé, en fait. Enfin, au niveau matos, peut-être. En fait, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'on s'est intéressé à ce média-là à une époque où on avait encore des modems 56K et où la vidéo sur Internet était... on se disait, ce serait cool si un jour il pourrait y avoir de la vidéo sur Internet, mais genre vraiment encore en streaming, tout ça serait top. Et le mot streaming n'existait pas, ou du moins on s'en servait pas. Non, même pas. Attends, à l'époque, non, tu rigoles. En 2002, YouTube? Non, il n'y avait pas YouTube. Oui, il n'y avait pas. Oui, d'accord. Voilà. Donc, il est fort probable que si, à l'époque où on était au lycée, YouTube existait, peut-être qu'on aurait fait de la vidéo. Le fait est que ça n'existait pas et qu'on avait trouvé ce média-là qui paraissait à peu près accessible, où on pouvait rapidement faire des vannes en audio, en improvisant des conneries au micro. Et ça se voulait sans ambition, totalement cheap. Et les premiers épisodes sont totalement cheap. Et c'est juste qu'au fur et à mesure, on a commencé à vouloir raconter des choses, aller un petit peu plus loin. Je prends l'exemple d'un épisode où on s'est dit, tiens, et là, il part on a juste écrit vite fait, non, on se l'est dit, parce qu'on n'écrivait rien, on improvisait. Et si, il y avait une course-poursuite en voiture, en audio. Allez, on va essayer, ok. Et on a trouvé une bonne musique, on a appliqué dans la BO de Matrix, on a chopé des sons, on a chopé comme on faisait d'habitude, simplement on a essayé de pousser le truc un petit peu plus loin. Et puis on s'est rendu compte, on a quand même réussi à raconter un truc, c'est-à-dire que quand même il y a les courses-poursuites, on voyait les virages, on voyait voilà. Juste on a réussi à faire passer ça par le son. Et au fur et à mesure, en faisant ça, on a appris énormément de choses, parce qu'il s'est posé plein de questions sur comment on va rendre ça. Comment on va se donner cette impression que les personnages dans la voiture, dans le virage, à cause de la force centrifuge, ils se retrouvent collés à la portière. Tiens, on va jouer avec le côté stéréo du son. Pourquoi on l'a jamais fait avant? Parce qu'on n'avait jamais eu besoin vraiment de le faire. Mais là, on voulait raconter ça, il y avait besoin de le faire. Du coup, on s'est mis à utiliser la stéréo à partir de cet épisode-là. Et puis progressivement, on a acquis des choses, mais pas par l'envie, par la curiosité, comme peut-être toi, de comprendre un peu comment ça fonctionne techniquement tout ça, mais juste à chaque fois,
pour répondre à un besoin lié à un délire qu'on avait de... Et des fois par nécessité aussi. Parce Oui, que le matos qu'on avait tombait en rade, comme Oui, il y avait ouais. des PC qui sont tombés en rade, les micros qui marchaient pas très bien, ou alors qu'on se rendait compte que nos micros avaient beaucoup de bruit, donc on se disait ouais, ce serait bien d'avoir quelque chose qui Qui soit plus soit propre. un peu mieux Voilà. en fait. On n'entend pas du en permanence derrière que dès que un personnage parle. Genre de choses. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à être un peu plus ambitieux dans ce qu'on voulait faire. On s'est rendu compte qu'on pouvait, mais c'est vraiment une prise de conscience progressive, qu'on pouvait être plus cinématographique uniquement avec l'audio. Et que si on arrivait à faire une course-poursuite en voiture, on pourrait peut-être faire, je sais pas moi, une petite course-poursuite aussi, mais en vaisseau dans l'espace. Et pourquoi pas carrément une bataille spatiale à la Star Wars Retour du Jedi, avec des vaisseaux dans tous les sens, des stations spatiales à exploser, des choses comme ça. Et on a fini par faire un truc qui tient à peu près la route, quoi, et juste en audio. Mais à chaque fois, il s'est posé des problèmes techniques auxquels on a cherché des réponses, on a trouvé des solutions. Voilà. Après, voilà, on n'est pas passionné par l'audio ou quoi que Et ce on soit. s'y connaît pas vraiment Non. en son en fait. La seule motivation, c'est mixage, tout ça. l'envie de raconter des conneries, quoi. Des histoires et de donner vie à nos délires et à nos envies de fans de space opéra et de François Pérus. Je ne sais plus quelle est la question. Comment est-ce que tu en es venu justement toi, oui. spectateur à acteur du son vraiment? C'est une excellente question. Pour ma petite histoire, entre guillemets, à l'époque, j'étais musicien, je suis toujours musicien, et j'étais au Palais des Congrès il y a 30 ans. Donc la plupart n'étaient pas nés, donc on peut le dire ici. Ok, on est d'accord. Et j'étais en train de faire une séance, et dans une séance de musique, et je faisais beaucoup de chœurs, donc je chantais beaucoup. Et il y a quelqu'un qui est entré quand c'était la fin de la séance, et c'était un réalisateur qui s'appelle Jean Becker, qui a fait Les Enfants du Marais, Les Meurtriers, tout ça. Et il venait parce qu'ils avaient un problème dans le studio à côté. Et en fait, ils avaient un problème parce qu'il y avait une phrase à dire en 8 secondes, et le comédien qui avait été choisi, alors que c'était le début de la pub un peu business, quoi, n'arrivait pas à le rentrer en 8 secondes, il le faisait en 12. Donc il est venu, il a cru que c'était une séance de pub. Et donc tous les copains ont dit Pierre-Alain, il fait bien le con derrière le micro. Donc j'étais dans le couloir avec ce monsieur qui était assez connu à l'époque. Et je suis arrivé, il a ouvert la porte, il y avait des gens qui étaient comme ça, il n'y avait pas de portable, donc ils étaient déjà d'essayer de chercher quelqu'un qui puisse le faire. Et ils m'ont montré la phrase, et j'ai fait, à l'époque on ne disait pas « oh putain de ta race », mais j'ai quand même dit à l'intérieur de moi « oh putain de ta race ». Et cette phrase, pour ceux qui s'en rappellent, c'était « la juste sèche de Justin Bridou ». Et la phrase à dire en 8 secondes, c'était « la juste sèche de Justin Bridou, une saucisse sèche sachant sécher doit sécher sans s'assécher, elle est sèche juste sèche. La juste sèche de Justin qui? De Justin Bridou. » Voilà. Et en fait, je vous explique, c'est incroyable parce que j'étais donc ce truc-là et j'ai commencé à faire le truc, je me suis planté. J'ai fait une deuxième fois, je me suis planté. J'ai fait une troisième fois, je me suis planté. La quatrième fois, j'étais à ça de le rentrer. Et la cinquième, je la rentre. Et Becker me dit, toi, tu viens tout de suite avec moi. Et je dis, monsieur Becker, il faut que je range la batterie, tout ça, je peux pas trop. Il me dit, ok, tu me rejoins demain. Je vous raconte mon histoire, il y aura une interro à la fin, attention. Hein. Et donc, c'est incroyable parce que vous allez voir, le truc qui se passe, c'est que il me dit, viens demain parce que ce qu'on a fait, je te fais signer un contrat. Je dis, ah bon, on peut gagner de l'argent avec ça? Donc, je suis le lendemain donc à son agence et je signe des contrats. Quand je vois le prix, je ne vais pas parler d'argent trop, mais quand je vois le truc qui est écrit, je fais, OK, là, c'est mon numéro de sécurité sociale qu'il a mis, hein, tellement il y avait de zéro. Non, c'était énorme. Parce que c'était 3 films qui passaient à la télé. Et à l'époque, il y avait beaucoup. Et le truc incroyable, c'est que, même si vous êtes trop jeune peut-être pour ça, c'est que pendant que je suis en train de signer, il reçoit un coup de fil d'une autre agence. Il répond, il me fait « Tu fais quelque chose là tout de suite ?» Je fais « Non. » « Ok, tu viens avec moi. » Donc on se retrouve de Neuilly, on va à Boulogne. On va à une agence qui s'appelle Young & Rubicam, qui est assez connue. Et là, on me montre une partition et on me fait écouter quelque chose. Il me dit « Est-ce que tu peux chanter ça ?» Je regarde, je fais « Ah bah oui, je peux quand même chanter ça. » Tu vois, c'était 2 notes. Et est-ce que tu peux parler comme ça derrière? Et en fait, encore une fois, c'est des trucs peut-être de votre enfance,
Ces 2 notes à chanter, c'était Danone. Et donc, attends, c'est pas fini, c'est dingue. Donc, il me fait chanter ça, et il me dit, est-ce qu'il faut faire une voix derrière? Alors, pour répondre, comment c'est venu, je sais pas. Je fais très mal la cuisine, mais ça, j'étais doué pour ça, quoi. Et donc, ça veut dire qu'on peut pas tout bien faire non plus. Et donc, il me dit, est-ce que tu peux faire une voix un petit peu sensuelle, quoi, là-dessus? C'est un essai, hein. Et donc, je fais, je sais pas, il y avait écrit le nouveau yaourt Danone. Et je commence à voir quelqu'un qui fait, c'est ça. Et c'est pas fini. Parce que, genre, une semaine après, ils me disent, OK, tu as réussi à faire le truc Danone, est-ce que tu peux chanter ça? On va essayer. Et là, vous vous en rappelez, c'était le soleil vient de se lever, encore une belle journée, etc. pour la Méricorée. Voilà. Et donc, le fait que voilà, je me suis retrouvé avec 3 trucs à la suite. Et à l'époque, on n'en a pas parlé, mais je travaillais avec un monsieur qui est assez connu. Je faisais à la fois musicien et j'étais dans la production aussi, qui s'appelle Luc Besson. Donc voilà, et Luc, qui est un très bon ami à moi. Je ne me la joue pas, c'est pas du name dropping, mais c'est comme ça. Et donc Luc, je l'avais appelé parce que quand on était en séance et quand le gars m'avait dit viens signer les contrats, je devais quand même être à la prod à ce moment-là. Et lui, si vous connaissez pas Luc Besson, c'est quand même un mec assez business. Et en discutant, il m'a dit tu devrais t'y pencher vraiment sur ce truc-là. Et à l'époque, il y a 30 ans, la pub, c'était pas ce que c'est maintenant. Et donc voilà, donc je me suis retrouvé à être toujours avec Jean Becker et aussi avec Besson, à chaque fois qu'il y avait un essai à faire, mais c'est devenu dingue parce que n'importe quel essai, t'arrivais pour une pub puis on dit tiens, une cuillère, il faut qu'elle parle. Une cuillère, il faut qu'elle parle. Donc tu es là, il fait OK, c'est bon, tu gardes. Et voilà. Donc il y a plein d'anecdotes comme ça, les gens ça les fait rire tout le temps. Et alors pour répondre à la question, voilà pourquoi je suis resté là-dedans. Eh bien, merci. Merci à tous pour vos histoires par rapport au son. Ça va être l'heure du coup de l'interro de Pierre Landgary. L'interro pour tu parlais de faire une interro sur oui. Non, ou alors si vous avez des questions, sinon on est prêt à y répondre. N'hésitez pas à vous lever. Levez-vous. Et si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave, on se retrouve. David. On peut se retrouver après. Oui. Ah, une question là-bas. Il y a un micro qui arrive. Non, c'est pour la captation. Ah, génial. Alors, depuis, on va dire 1 an, on a vu une espèce de recrudescence de l'arrivée des espèces de fiction saga audio. Je pense notamment à, il y a 1 an, il y a Timothée Hochet qui a mis un grand coup de pied dans la fourmilière avec une série qui s'appelle Calls, enfin un épisode qui s'appelait Calls, qui a été depuis racheté par Canal pour en faire une série complète qui a plutôt bien marché sur Internet, on va dire. Après, à la télé, je ne sais pas si ça a vraiment fonctionné. Et aussi cette année, on a eu le droit à une série audio de la part de Cyprien et de Antoine Daniel, donc des gros influenceurs qui commencent à remettre un peu, à dépoussiérer ce média qui maintenant a déjà à peu près 15 ans, on va dire, depuis le début de Donjon Nullbuck et les autres séries qu'il y a eu. Comment vous voyez cette arrivée de nouveaux médiateurs et aussi d'un nouveau public parce qu'on a eu vraiment toute cette montée avec les différentes séries audio qui sont maintenues dans le temps. Et après, il n'y a plus grand-chose. Et les gens, ça continue à se perpétrer, mais il n'y avait pas de nouveau public. Et là, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de nouveau public qui s'accroche un peu à ça, ou alors qui ne comprend pas. Parce que c'est justement des choses qu'on a eu le temps d'en savoir. C'est, ouais, il n'y a pas d'image, il n'y a que du son. Alors que pourtant, vraiment, on est d'accord, Calls, ça fout une claque. C'est que du son, mais ça fout une claque. On a tous les éléments. Et donc, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas d'image, ou à quoi ça sert, etc. Donc, comment vous voyez cette nouvelle arrivée? Est-ce que vous pensez que ça va perdurer? Voilà. Justement, on va en parler tout ça dans la deuxième conférence qui viendra juste Eh ben, c'est parfait. sur l'ambiance dans les sagas audio, mais je pense qu'on peut déjà commencer à en parler avec par exemple Jay qui a fait pas mal de sagas audio, qui peut du coup nous parler de cette nouvelle ère, on va dire, de la saga audio. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait, parce que, comme tu dis, la saga audio, ça fait
tu disais une quinzaine d'années, mais en fait, déjà dans les années 50-60, il y avait les feuilletons radiophoniques. Je pense à Pierre Dac, Francis Blanche, tout ça. Et là, dans ce que nous on appelle la sagasphère, c'est quelque chose qui est perpétuellement actif tout le temps, depuis 15 ans. Et le fait qu'on ait eu des gens comme Timothée Hochet, ou même Cyprien, ou Antoine Daniel, qui se sont lancés là-dedans, on a eu des gens qui ont dit, ben tiens, c'est sympa ce que fait Antoine Daniel, c'est sympa ce que fait Cyprien, c'est sympa ce que fait Timothée. Est-ce que ça existe ailleurs? Et quand on leur dit que oui, il y en a plus de 350, 400 plus qui existent sur Internet gratuitement, ça a fait waouh, quoi. Et donc on a eu comme ça plein de gens qui se sont intéressés à ce mouvement. Et enfin, moi personnellement, je suis plutôt content. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je sais pas, je pense que mes camarades c'est pareil. C'est clair que ça nous donne une vitrine qu'on n'avait pas forcément avant, parce qu'il y a une chose qui est vraie, c'est qu'on n'a pas super bien négocié l'arrivée des réseaux sociaux, de YouTube et tout ça. C'est-à-dire que Netophonics, ça reste un forum. Aujourd'hui, qui va sur des forums sur Internet? Voilà, généralement, les opinions, on les échange sur Twitter en 3 mots, ou sur Facebook ou ailleurs, et où on commente les vidéos YouTube. Voilà, mais disons que on a eu du mal. J'ai l'impression que la communauté a eu un peu de mal à s'adapter à ça. Après, je suis pas hyper actif sur le forum, ou quoi que ce soit, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Et c'est vrai que du coup, d'avoir des gars qui, eux, ont surfé vraiment sur la vague YouTube, comme Antoine Daniel, comme Cyprien, et qui eux-mêmes sont issus finalement de cet univers de la sagasphère, parce que ils ont à peu près nos âges, ils ont grandi avec Internet qui se développait au fur et à mesure, donc eux aussi ils sont rentrés sur Internet avec les sagas audio, ils ont connu le journal Buck, ils connaissent Reflet d'Acide, tout ça, ils ont commencé, même Cyprien l'a dit lui-même, il a commencé, ses premières créations étaient de l'audio, et rien d'autre, et le fait qu'ils reviennent un petit peu à leurs premiers amours sur Internet, je trouve ça déjà assez sympa, de se dire tiens, juste de revenir un petit peu en arrière, quitte à casser un petit peu le code de ce qui se fait à l'heure actuelle, et en plus de donner de la visibilité. C'est-à-dire qu'Antoine Daniel, avant de lui balancer son premier épisode, a fait une vidéo annonce où il explique tout en détail, où il fait un peu de name dropping de saga. On était dedans, ça faisait vachement plaisir. Oui, il y a eu un petit sursaut à ce moment-là, dans cette période-là, au niveau du nombre de personnes qui venaient voir, télécharger les épisodes et tout ça. Moi, personnellement, ça nous a foutu un petit coup de pied au cul. On se disait, bon, il y a peut-être un truc à faire. On va peut-être... là, l'épisode, ça fait longtemps qu'il est un peu en travail. On va peut-être essayer d'y mettre un bon coup. On va refaire notre site internet. On va essayer de rendre le truc accueillant, facile d'accès, et aussi comme eux finalement eux qui maîtrisent un peu la diffusion, parce que c'est leur boulot, hein, c'est de faire des vues, et essayer de voir un petit peu eux comment ils fonctionnent, et comment eux, leur savoir-faire en vidéo, ils l'appliquent à la saga audio. Et nous aussi, être présent sur YouTube, faciliter l'accès, être sur d'autres médias de diffusion, iTunes, tout ça, c'est encore en work in progress, mais on est dedans. Et je pense que je trouve ça... Ouais, c'est pour quelque part, même s'ils arrivent un peu après, comment dire, quand ils débarquent un petit peu ils ont l'air de débarquer dans ce domaine-là qui existe depuis super longtemps, je trouve qu'ils apportent énormément de choses, et un savoir-faire et une expérience dans le domaine juste de la diffusion. Et je pense que c'est le vrai problème à l'heure actuelle, le problème, est-ce qu'on peut parler d'un problème, mais le fait que notre média soit pas si bien connu ni compris, c'est peut-être juste qu'on a un peu loupé le coche en termes de réseau, de diffusion, de partage, de commentaires, de tout ce qui se fait finalement aujourd'hui, et qu'on peut très facilement tomber par hasard sur telle vidéo et dire ah tiens c'est sympa, ah tiens c'est sympa ce qu'il fait, il fait d'autres trucs comme ça, ah bah tiens je vais m'abonner. Là chez nous ça n'existe pas, et il faudrait qu'on développe un peu plus ça pour faciliter l'accès par hasard, le partage de ce qu'on fait, et faire connaître notre média. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut transférer le micro?
Donc, c'est une petite question pour Pierre. Quel est votre... j'ai pas le du micro. Quel est le tournage que vous avez trouvé le plus difficile et comment ça s'est passé? Le tournage Enfin, ou le doublage, pardon. Doublage, oui. Le plus difficile, ça me vient naturellement. Je pense que ceux qui jouent à LoL, il y en a qui jouent à LoL, là. Oh, là, il y en a quand même. Et donc, c'est le personnage de Kled, pour ceux qui connaissent, Kled. Voilà, il est en train de le faire très très bien. Engagez-le, hein. Alors, pour ceux qui connaissent pas Kled, c'est un personnage qui est, c'est une sorte de, c'est un quoi d'ailleurs, j'en sais rien. C'est une sorte de, mais sur un, vous voyez ce que je veux dire? Non. Il est hyper énergique et il y avait beaucoup de textes et pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un truc de putain d'énergie quoi. Il parle en faisant tout le temps Scarl, où tu es alors tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire que là, je le fais pendant 10 secondes et ça a été 2 ou 3 fois 4 heures. Quoi. Non, vraiment. Et donc, à un moment, et toujours en maintenant, parce que sachant que, voilà, ça, c'était, pour répondre à ça, c'était un des trucs un peu difficiles. Parce que c'était sur l'énergie. Après, les histoires de jeu, quand tu as l'habitude, bon, j'ai fait aussi, pour ceux qui connaissent, j'ai fait le Gollum aussi. Voilà, donc... Ah, il y a du Stitch, oui, Stitch, oui. Qu'est-ce qu'il y avait dans Stitch? Qu'est-ce qu'on a fait dans Stitch, mon Dieu? Voilà, donc c'est des trucs qui sont un peu sur l'énergie, mais c'était pas très très difficile. Celui qui était intéressant à faire aussi, on me pose souvent la question, c'est ceux qui jouent à Diablo. Il y en a qui jouent à Diablo. Voilà. Ouais, il joue à tout, lui. Hein. Genre, le mec... En fait, c'est mon agent. Le gars, c'est mon agent, en fait. Chaque fois qu'il lève la main, il touche 10%. Le mec est blindé, je te dis même pas. Et donc, Diablo, ce qui était intéressant, c'était que... En fait, ils m'ont bien laissé faire... Ils m'ont dit comme il était. On a écouté un peu en anglais, mais je l'ai travaillé beaucoup plus que l'anglais, je dirais. Dans le sens, ils m'ont laissé la liberté de faire des ruptures que j'aimais beaucoup faire, pour ceux qui connaissent le personnage ou pas. Donc Diablo, c'est une sorte de... Alors ils m'ont présenté ça comme ça, en disant, alors c'est un homme à femme, ok. Et donc en fait, il a des ruptures parce qu'en fait, c'est une sorte de couard, il est lâche. C'est un combattant, mais il est lâche. Sauf quand il y a des femmes, il n'est pas lâche. C'est un peu oublié. Donc j'ai adoré ces trucs de rupture où ils m'ont permis de faire par exemple des trucs. Le gars a dit ah non, c'est pas ma guerre, je ne peux. Comment? Il y a des femmes. Je pense que c'est ma guerre. Donc tu vois, c'est des trucs un petit peu qui sont comme ça. Et ça, c'était agréable parce que tu pars d'un truc qui est un petit peu, non pas plat, parce que ce que font les Anglais, c'est vachement bien aussi, mais des fois, en l'occurrence, dans Diablo, ils nous laissent faire, même dans l'aubergiste, hein, pour ceux qui connaissent, évidemment, quand l'aubergiste en anglais, il est plus rond que moi, enfin, ce que j'étais. Non, j'étais pas rond avant, non, c'est bon. Et donc, ils m'ont permis d'être... La fréquence de l'aubergiste en anglais, elle est très, pour ceux qui jouent en anglais, c'est très... oh, what you gonna do? Well, oh, yeah. Un peu comme ça. Et quand on avait commencé, moi je trouvais que on était enfermé dans ces histoires de fréquences dont on parlait tout à l'heure. On était dans le bas, quoi. Et il fallait, pour moi en tout cas, ils m'ont permis, et encore une fois merci à eux, de vraiment faire des montagnes russes, quoi. Oh, bienvenue à l'auberge. Oh, bienvenue près du foyer. Et ça, c'est un truc mélodique que tu... Donc, pour répondre, c'est ce côté... voilà, ça, c'est les... En fait, c'est pas très... Quand on est habitué, c'est pas très difficile. Ce qui est après difficile, c'est un peu comme dans la musique et tout, c'est le quart de ton, le 8e de ton, le 16e de ton. Donc ça, on est d'accord. Et quand tu fais de la musique, tu sais très bien qu'il y a des gens qui chantent bien, mais tu te dis, c'est marrant, mais il y a une note qui est un peu bleue, c'est un 8e de ton. En fait, dans le jeu, c'est un peu ça, quoi. Les gens vont trouver qu'à un moment donné, tu vas donner un petit truc, et d'autres qui vont trouver que c'est pas assez. Donc voilà, la difficulté, c'est d'être en adéquation avec l'ensemble des décideurs, puis en même temps de dire, écoutez les gars, il me semble que ça va marcher, quoi. Tu vois, c'est un peu entre l'intuition et la réponse à quelqu'un qui commandite quand même un truc qui doit marcher aussi. Voilà. On a le temps pour une dernière question, du coup. Il y avait encore une main. Prospérine. Prisporine. Proserpine. Elle s'appelle Proserpine. Regardez-la bien.
Vous la verrez ce soir dans... Non, je déconne. Elle sera dans Bienvenue chez nous. J'ai une question du coup, surtout pour Pierre-Alain, mais aussi pour les gens qui font du travail vocal, qui est au niveau de la voix, l'utilisation que vous en faites. Est-ce que vous avez des techniques de préparation ou de repos pour éviter de, basiquement, vous péter les cordes vocales? Alors, oui, mais le problème, je comprends l'idée, mais en fait, la réponse... Moi, je suis assez spécial là-dessus. Pourquoi Non, mais je suis assez spécial. C'est pas une histoire que je suis assez spécial. Non, je suis assez spécial. Mais non, le truc, c'est que comme tout, le problème, comme je travaille toute la journée et tous les jours, je vais pas faire d'exercice particulier puisque je suis toujours en train de travailler. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, il y a un grand truc dans... Alors là, je donne pour tous ceux qui ont envie de faire ce métier-là, puisqu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Les gens, ils posent la question en disant « On m'a dit que j'avais une belle voix ou que je faisais bien des imitations. » Ok, tout est entendable et tout le monde me connaît pour que je dise tout le temps « Vous avez envie, foncez, c'est la passion qui va vous aider. » Mais par contre, tu ne peux pas savoir comment tu vas être derrière un micro. Tu peux pas savoir que si, alors on parle de, comme pour Proserpine, Trefnifine, pour répondre à tes questions, principalement, ce qui me vient en premier, c'est le repos. Le vrai repos. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre d'être un fêtard dans ce métier-là. Je ne déconne pas, tu ne peux pas te permettre. Ça veut dire que, pourquoi ? Parce que quand ton corps est un peu fatigué, il provoque dans la bouche des... Vous voyez ce genre de truc. Et là, les ingénieurs du son qui sont là vous diront que si c'est ça dans une phrase, c'est mort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne va pas te choisir parce que si tu as 3 heures pour faire une pub et si le mec va mettre 10 heures pour enlever tes clics dans la voix, c'est mort. Et ça vient d'abord parce que tu es fatigué. Donc en fait, il y a une vraie correspondance entre la fatigue et les clics dans la voix. Après... évidemment le repos. Je considère toujours que ce métier-là, quand tu le fais, quand tu travailles beaucoup, c'est vraiment un truc de sportif de haut niveau. Vraiment. C'est-à-dire tu dois faire attention à ton sommeil, tu fais attention à ton hygiène de vie, tu fais attention au sport. Mais pour répondre à ce qui vous intéresse, comment s'améliorer là-dedans, c'est un peu ce que tu veux dire aussi peut-être ou pas, ou c'est bon. En tout cas, le repos, l'écoute de soi-même, ça c'est super important. Et en même temps, l'entraînement. Alors l'entraînement, je dis souvent, les gens ils croient que l'entraînement pour ça va être un entraînement particulier au niveau du phrasé, etc. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi l'entraînement à l'écoute de soi-même. Parce que ce qui va faire la grande qualité d'un acteur, ça va pas être de pouvoir imiter quelque chose. Ça va être de pouvoir, et là les musiciens me comprendront, c'est-à-dire que comment tu vas mettre le plus de silence possible. La plus grande force d'un comédien, les meilleurs comédiens, honnêtement, c'est ceux qui n'ont pas peur de mettre des silences ou qui savent quelles sont les ponctuations intérieures que tu vas pouvoir mettre dedans. C'est-à-dire que quand tu commences la comédie, la plupart du temps, les gens vont faire sur une phrase de salut Dominique, ou salut Proserpine, Proserpine, salut. Non mais je donne un exemple en rigolant, même si on n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais une phrase par exemple. Je vous donne un exemple technique. La phrase, c'est « Bonjour Proserpine, comment ça va? Tu es très belle ce matin. » Non mais, je dis pas ça pour la... Ouais. Non mais, ça veut dire que si c'est ça qu'on doit vous dire, je peux le faire comme ça, sur « Bonjour Proserpine, comment ça va? Tu es très belle ce matin. » Et si je ne change pas ma note, mais si je change le temps entre les notes, le premier, je pourrais faire « Bonjour Proserpine, comment ça va? Tu es très belle ce matin. » Ok. « Bonjour Proserpine, comment ça va? Tu es très belle ce matin. » Et là, tu sens que le mec, il va essayer de choper. Et c'est exactement ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est rigolo comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même pas joué au niveau du ton. J'ai joué simplement sur le silence. Et plus tu te sens à l'aise avec ce silence, ça veut dire que dans ta personnalité, tu n'as pas peur qu'on te juge comme quoi tu vas rien dire. Tu vois, je veux dire. Donc là, tu vas pouvoir intégrer des phrasés, des rythmes, comme quand tu fais du jazz, etc., où tu vas faire... Et les plus grands acteurs du monde, je vous prends 2 exemples, de dieux. L'un, Marlon Brando, pour ceux qui connaissent, et l'autre, le plus grand de tous les dieux, et vous savez qui c'est? Louis de Funès. Donc, quand vous prenez Brando, quand il tourne le parrain, Francis Ford Coppola,
Il lui dit, il faut donner du rythme. Et Brando dit, non, je ne vais rien donner du tout. Quand il fait le parrain, vous vous rappelez des scènes du parrain ou pas? Action. Action, un mec rentre. Et la phrase, il doit dire, pourquoi vous êtes venu pas me voir? Tu vois, il parle comme ça. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir plus tôt? Tu vois, dans la scène du début. Et action. Et il fait rien. Et tu as sa main qui fait. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir plus tôt? Et là, tu sens le putain de danger derrière, quoi. Et c'est parce qu'il a simplement mis un tempo. Et j'en reviens à De Funès. De Funès, c'est du free jazz. J'ai jamais vu ça. Tous les acteurs vous le diront. Le mec, c'est incroyable, quoi. Il fait pas. Et avec un personnage qui est toujours un personnage, un salaud. La plupart du temps, il n'y a pas un film où il n'est pas salaud. Donc, mais le mec, il fait un peu ce que. Enfin, c'est pas prétentieux, mais ce que j'ai fait dans Le Brigand, il va le faire 10 fois ça, quoi. Tu vois, je veux dire, non, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. J'en peux plus. Tu vois, c'est rythmique, etc. Donc ça veut dire c'est la maîtrise du rythme. Alors la maîtrise du rythme, on la connaît dans le truc. Donc ce que je veux dire, pour finir sur la question de Prosper-Perrine, c'est que Prosper-Perrine, qui vous signera des autographes en sortant. Hein. Et donc, pour répondre à cette question-là, c'est s'écouter, l'attitude intérieure, s'entraîner, l'hygiène de vie. Et après, oser aussi sortir de sa zone de confort. Il y a souvent des gens dans mon métier qui disent « Tiens, pourquoi je bosse moins que toi ?» Par exemple, des copains. Et des mecs qui ont des voix, je ne te dis même pas. Hein. La voix de François Berland, qui est un de mes potes, qui dit « C'est la voix de Walt Disney. » Vous avez déjà entendu la voix de Walt Disney? Walt Disney présente. C'est genre... Mais dans la vie, il parle comme ça. Et un jour, il me dit, Pierrot, pourquoi je bosse moins que toi? Je dis, non, pourquoi tu me dis ça? Je dis, si, pourquoi je bosse moins que toi? Je dis, tu veux vraiment que je te dise? Et je lui fais, il me fait ça pas. Ah, tu vois? Est-ce que tu peux sortir de ta zone de confort comme ça et pas être ridicule? Et il fait, ah ouais. Parce que quand il parle dans la vie et qu'il voit une nana qui dit, bonjour, ça va, François, ça va? Tu vois, et en fait, tu dois sortir de ta zone de confort aussi, que ce soit dans la création ou dans l'usage de la voix. J'étais un peu long, mais ça fait rien, je serai en tournée demain. Non, je déconne. Non, voilà, quoi. Est-ce que ça répond un peu post-Fredline à ta question? Et tu sais que là, ceux qui vont faire des bébés ce soir ou dans quelques années, ils vont peut-être appeler leurs enfants Prosperine, Zerpine. Ouais, Bah en tout cas, on peut remercier nos 4 invités qui sont venus donc vous parler du son dans les médias. Donc Pierre-Alain Garrigue, Nico et Matt et Jay, je pense qu'on peut les applaudir. Et merci à tous d'être venus donc sur cette conférence. Si vous le souhaitez rester, on va très vite enchaîner avec une deuxième conférence qui sera plus centrée cette fois-ci sur les fictions sonores elles-mêmes. Merci à tous.